Thomas, je suis avocat, je suis maître de conférence à Sciences Po à Paris, mais je vous dois un avertissement, c'est que je ne suis pas historien. J'enseigne le droit de la régulation bancaire et financière et pas l'histoire. Et donc, je vous prie d'excuser par avance les inexactitudes, les approximations que vous pourrez déceler éventuellement dans les propos que je vais tenir. Régulation bancaire et financière, c'est pour ça que je me suis intéressé à l'affaire Rafalovic. Et après mon avertissement, je vous donne une mise en garde. C'est que l'affaire Rafalovic, ça n'est pas le fruit, et la façon dont elle a été révélée, ça n'est pas le fruit d'une enquête policière ou d'une enquête judiciaire. Ça n'est pas le fruit d'un travail de journaliste qui aurait enquêté et mis à jour ce scandale. Ça n'est pas même le fruit de travaux de recherche d'historiens qui se seraient succédés. C'est le résultat d'une opération de propagande politique de l'Union soviétique, se servant comme bras armé de l'organe de presse du Parti communiste français, qui était l'Humanité à l'époque. Donc, c'est un scandale qui a été révélé et qui a éclaboussé pas moins de 6 sénateurs, quelques députés, quasiment toute la presse bourgeoise de droite, comme l'appelait l'Humanité, radicale socialiste, dont l'Humanité et le Parti communiste commençaient à se séparer alors. Mais ça doit être pris avec beaucoup de circonspection parce que c'est une opération de propagande et de déstabilisation politique. Néanmoins, c'est une affaire qui existe. C'est une affaire qui existe et c'est une affaire qui est très originale parce que c'est une affaire de manipulation de dette d'État. Vous savez, la dette publique, c'est presque aussi vieux que l'invention de l'État lui-même. Déjà dans les cités athéniennes, Athènes levait de l'emprunt public, levait de la dette publique, garantie par des actifs appartenant à la cité grecque. Donc la dette publique, c'est une des premières formes de dette qui ait jamais été émise dans le début de la spéculation, avant même qu'on ne parle de marché financier. C'est une dette qui est extrêmement intéressante pour les prêteurs parce que les États, les cités, sont de très bons débiteurs. Ils sont de très bons débiteurs parce qu'ils ont la vie devant eux, ils dureront plus longtemps que les hommes qui les peuplent, et ils ont une source presque inépuisable de richesse à portée de main, l'impôt. Et grâce à cela, eh bien, la dette publique a toujours su trouver les particuliers, les entreprises, les autres États qui étaient volontaires pour prêter de l'argent à ces entités. Et au moment de l'affaire Rafalovic, on est à un moment où la dette publique est le premier produit de dette émis sur les marchés financiers. Donc c'est un placement qui correspond à un placement de monsieur tout le monde, à un moment où, en France, comme dans la plupart des pays européens, et surtout dans les 3 grandes puissances financières de l'époque que sont l'Angleterre, l'Allemagne et la France, on n'a pas d'autres placements et on n'a pas d'autres retraites que ces placements financiers. Donc c'est la retraite, la sécurité, et donc évidemment les épargnants se portent vers les dettes publiques. La dette publique, elle est également un excellent placement parce qu'en cas de changement de régime politique, le droit international est formel. Même si le régime politique change, les États se succèdent, les régimes peuvent changer, mais la dette publique est intangible, elle reste due. C'est ainsi qu'après la Révolution française, la République a payé, d'une façon extraordinairement dégradée pour les prêteurs, mais tout de même, a reconnu les assignats qui avaient été émis sous l'Ancien Régime et a payé la dette publique après l'avoir restructurée, terriblement dégradée, mais bon, elle a reconnu cette dette et l'a remboursée. Il en va autrement de la dette russe. C'est une des grandes originalités de cette affaire, c'est qu'en 1918, le 21 janvier 1918, Lénine signe un décret répudiant la dette russe, disant « Je ne reconnais pas cette dette odieuse », le terme est odieux, ce sont ce qu'on appelle les dettes odieuses, et de façon très rare dans l'histoire, a répudié les dettes du régime de l'Empire de Russie, ne reconnaissant pas ces dettes et donc refusant de les rembourser, indiquant que toutes les dettes étrangères ne feraient pas l'objet d'un remboursement. Il y avait jusque-là eu que quelques rares petits États qui avaient comme ça répudié de la dette. Le seul vrai premier précédent, c'était l'Amérique en 1776. Après avoir déclaré son indépendance, les premiers États-Unis d'Amérique avaient déclaré qu'ils ne reconnaissaient pas les dettes des territoires
des États-Unis à l'égard de l'Angleterre, en disant que tout ceci, c'était des dettes de l'Angleterre à l'égard d'elle-même, et donc il n'était pas question de les rembourser. On se retrouve dans une situation assez terrible, où un très grand nombre d'épargnants ont placé leurs économies dans de la dette publique russe, et se voient, découvrent, à la suite de ce décret du 21 janvier 1918, que cette dette ne sera pas remboursée. C'est très intéressant et ça a fait oublier la vraie question, à mon sens, ou en tout cas une des questions très intéressantes de cette situation, qui est comment se fait-il qu'en 1918, 75% de la dette publique russe est entre les mains d'épargnants français. C'est un chiffre qui donne le vertige. 75% de la dette publique de l'Empire est aux mains de personnes privées françaises. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation où les 3/4 de cette dette étaient détenus par des personnes privées, et des personnes privées d'un seul et même pays? Et c'est vraiment ce sujet-là qui est au cœur de l'affaire Rafalovic, et c'est ce sujet-là que je trouve moi particulièrement intéressant et que je voulais partager avec vous ce soir. La dette russe, en France, l'histoire de la dette russe, elle est extrêmement favorisée par la situation géopolitique de la France à la fin du XIXe siècle. La France à la fin du XIXe siècle, après la guerre de 1870, est totalement isolée face à la triple alliance, la triplice, comme on l'appelle, de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. La France est exsangue, l'État n'a plus les moyens de sa politique et cherche en tout cas à tout prix à renouveler ses alliances. De son côté, la Russie du tsar Alexandre III à l'époque est un peu isolée, se sent isolée en tout cas et en danger face à cette triple alliance et voit un certain intérêt à éventuellement nouer une alliance politique avec la France. Voit également un intérêt à avoir recours à la dette, à l'émission de produits de dette en France, puisque Bismarck avait fermé les marchés allemands à la dette russe, considérant qu'il y avait un risque de non-remboursement de cette dette russe par le régime du tsar, et considérant que, pour des raisons qui étaient tout à fait écrites, notamment par le Times de Londres, qui écrivait des articles très précis, faisant état du nombre, alors on ne disait pas les chômeurs à l'époque, on disait les employés chômants, faisant état du nombre d'employés chômants en Russie, faisant état du nombre de travailleurs agricoles, disant que ces travailleurs agricoles fournissaient une agriculture qui était encore vivrière et très peu une agriculture de production, une agriculture d'exportation, et donc disant en réalité que le tsar avait à portée de main une capacité à lever de l'impôt limitée par l'état de développement de l'époque de son pays. Le Times de Londres décourageait les épargnants anglais d'investir sur des emprunts russes, ou en tout cas attirait leur attention sur les difficultés que pouvait connaître la Russie à rembourser sa dette, et les marchés allemands, quant à eux, lui étaient fermés. Donc on voit qu'il y a une espèce de conjonction de deux intérêts qui part d'abord d'un intérêt politique pour la France de pouvoir créer un deuxième front en cas d'agression par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie ou l'Italie, pour la Russie d'avoir un nouvel allié en Europe en la personne de la France, et donc naît cette alliance franco-russe. Les premières tractations commencent à la fin des années 1880. Je crois que le traité est signé en 1891, ratifié par le Tsar en 1893. Mais on a dès cette époque un intérêt politique avec une condition posée par la Russie, pas une condition sine qua non, mais une condition tout de même, les Russes faisant comprendre aux Français que pour honorer leur part de l'alliance, pour pouvoir effectivement acheminer leurs troupes vers le front en cas d'agression de l'Allemagne, eh bien, il faudrait qu'ils aient pour cela des voies ferrées, une industrie qui leur permette d'avoir un armement de première catégorie, et que, eh bien, pour tout cela, il fallait qu'ils aient les moyens. La France n'avait pas les moyens, en revanche, ses épargnants les avaient, et qu'il n'était pas de mauvaise guerre de favoriser les émissions de dettes publiques russes en France. On voit donc des circonstances, une espèce d'alignement des étoiles qui est parfait pour que naissent et se développent ces emprunts russes en France. L'affaire Rafalovic, elle commence
le 5 décembre 1923. Il est mort depuis 2 ans, en 1921. Arthur Raffalovitch était déjà mort. Arthur Raffalovitch, qui est-ce? C'est un diplomate russe, c'est l'un des plus éminents économistes de la fin du 19e siècle, pas éminent en Russie, et pas éminent en France, éminent vraiment dans toute l'Europe. Ses travaux sont publiés sont traduits en plusieurs langues, écrits en français mais traduits en plusieurs langues. Il écrit des livres de ce qu'on appellerait aujourd'hui de la macroéconomie. Il est le correspondant d'un certain nombre de journaux, du Journal des débats, qui est une des publications les plus respectées à Paris à ce moment-là, membre correspondant de l'Institut, évidemment grand officier de la Légion d'honneur, et à ce titre vit en France et mène une grande vie d'aristocrate, ou en tout cas de bourgeois russe, puisqu'il était arrivé en France avec ses parents qui fuyaient les pogroms à Odessa. Il est propriétaire d'un château en région parisienne où il fait des grandes soirées et il appelle son château le château de l'Ermitage. Si vous connaissez, c'est aujourd'hui la mairie de Gif-sur-Yvette. Et donc c'est le château d'Arthur Raffalovitch dans lequel il fait des soirées absolument somptueuses. Il meurt en 1921 et en 1923 paraît, le 5 décembre 1923, en une de l'Humanité, un article « Ce que les honnêtes gens doivent savoir ». Et sous la signature de Boris Souvarine, qui est à ce moment-là le représentant en France de l'Internationale communiste, sous la signature de Souvarine, paraît une série d'articles qui vont durer pendant 4 mois. Pendant 4 mois, tous les jours, l'Humanité publie en une un article, ce que les honnêtes gens doivent savoir, l'abominable vénalité de la presse française. Tous les jours, pendant 4 mois, feuilletonné, une série, tous les jours, nommant les gens, donnant les montants, les noms de ces gens qu'on appelle les chécards, ces journalistes qui, depuis 1880, vont, par l'intermédiaire d'Arthur Raffalovitch, percevoir de la Russie des sommes, des chèques, de l'argent liquide pour écrire des articles complaisants, améliorer la réalité, taire parfois les mauvaises nouvelles, bref, permettre à l'opinion française de considérer qu'il y a un intérêt économique et financier à placer ces économies en emprunt russe. Le scandale est énorme. 6 sénateurs, des députés, je vous le disais, quasiment tout ce que la presse compte de journaux de droite, de centre, les journaux radicaux socialistes, personne n'est épargné, tout le monde a touché d'une façon ou d'une autre des chèques, c'est ce qui est révélé par l'affaire. C'est révélé non pas par une enquête, c'est révélé exclusivement par la publication par l'Humanité de correspondances d'Arthur Raffalovitch. Correspondance écrite essentiellement à 3 personnes, Sergueï Witte, qui est ministre des Finances, puis d'Alexandre III, puis chef du gouvernement, Vladimir Kokovtsov, qui est ministre des Finances, puis président du Conseil, à la fois de Nicolas II, et puis Sergueï Sazonov, qui est ministre des Affaires étrangères de la Russie impériale. Et à ces 3 correspondants, régulièrement, de façon extrêmement précise, très délicate, Arthur Raffalovitch va rendre compte de la façon dont il dépense l'argent qui lui est remis par l'ambassade de Russie à Paris et qu'il paye comme ça aux journalistes et aux journaux français. Cette correspondance, elle couvre plus de 20 ans, de 1880 à quasiment 1917. Elle couvre vraiment, 1897, on est par 37 ans. C'est absolument gigantesque, une énorme correspondance qui va être donc publiée sur plus de 4 mois par l'Humanité de façon très choisie et ensuite publiée en un recueil à la fin des années 30, au début des années 30, donc plus de 7 ans après, par l'Humanité aux presses du peuple ou aux presses du travail, aux presses du labeur, je ne sais plus, il faut que je vous retrouve, je dois avoir ça quelque part. Et je veux juste vous lire un tout petit extrait d'une lettre d'Arthur Raffalovitch, qui est celle qui est publiée le 5 décembre 1923 et qui est le départ de cette affaire. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de rendre compte à votre Excellence de l'arrangement qui a été fait pour la presse française. Pour les 10 premiers mois de l'année, l'abominable vénalité de la presse française aura absorbé une somme de 600 000 francs dont les banquiers ont fourni la moitié. L'intermédiaire qui m'a été recommandé, grand officier de la Légion d'honneur, perçoit 10% de commission pour sa peine. Comme il ne faut pas que le nom du gouvernement russe paraisse dans cette combinaison, les paiements se font comme s'ils émanaient du syndicat des banques et des banquiers. Cette dépense est faite pour la défense du crédit russe. Elle adoucit ainsi
les attaques contre le gouvernement russe en général. Votre très obéissant serviteur, Rafalovitch. C'est une lettre du 30 août 1904. 1904, c'est pas innocent comme date. 1904-1905, vous savez, ce sont les années où la Russie a un besoin plus pressant que jamais d'argent, parce que c'est la guerre sino-japonaise, la guerre russo-japonaise, et que en 1904 et en 1905, cette guerre qui est un des précurseurs, des guerres qui annoncent les guerres qui vont avoir lieu au cours du XXe siècle, par le type de matériel employé, le nombre d'hommes qui participent au combat, le type de théâtre d'opération sur lesquels ces combats ont lieu, à la fois en mer, sur terre. C'est une guerre pas encore une guerre totale comme on appellerait de Première Guerre mondiale, mais la guerre russo-japonaise est vraiment préfigure les conflits modernes du XXe siècle. Et donc c'est une guerre extrêmement coûteuse. Et la Russie va avoir besoin de plus en plus d'argent, et la Russie a des mauvaises nouvelles tous les jours. Et les journaux français à ce moment-là, en tout cas Arthur Rafalovitch s'en plaint, considèrent qu'ils doivent toucher plus d'argent qu'à l'accoutumée, parce que les nouvelles étant ce qu'elles sont, pour les adoucir, il faut un peu plus d'argent que d'habitude. Et c'est à ce moment-là que Rafalovitch commence à se rendre compte qu'il est piégé dans ce système d'argent qu'il verse à la presse, et qu'il est question pour lui d'abominable vénalité de cette presse française, qu'il déplore dans ses courriers au fur et à mesure de ses courriers au ministre. Mais il n'en demeure pas moins que tout cela, ça fonctionne avec une efficacité redoutable. À l'époque, les articles de journaux disent que prêter à la Russie, c'est prêter à la France. Et effectivement, en 1917, lorsque l'on recense les emprunts russes qui ont été effectués, ça représente 15 milliards de francs or. 15 milliards de francs or de l'époque, c'est aujourd'hui en équivalent hors intérêt de 50 milliards d'euros. Donc c'est une dette qui est assez importante et qui est portée par 1,6 million Français qui détiennent cette créance de 15 milliards de francs or sur la Russie. Ce n'est pas l'intégralité de la dette, mais comme on l'a vu, c'est 75% de la dette publique russe. Ces dettes, ces emprunts, ils se multiplient et ils s'accélèrent. D'abord placés par la banque Rothschild jusqu'en 1904, puis comme la banque Rothschild ne va pas assez vite, n'est pas capable de placer assez de papier, comme on appelle ces obligations, on passe au Crédit Lyonnais. Et le Crédit Lyonnais, dans ces années-là, est appelé la banque du Tsar, parce que le Crédit Lyonnais, systématiquement, place absolument tous les emprunts russes et les a placés jusqu'à la fin du régime tsariste. On compte à ce moment-là, dans le bilan du Crédit Lyonnais, que les emprunts russes représentent à peu près 30% des profits de la banque. Donc c'est un système qui bénéficie évidemment aux journalistes, mais beaucoup également aux banquiers. Et c'est pour ça qu'Arthur Rafalovitch parvient à faire verser des sommes assez importantes par les banquiers aux journaux et aux journalistes également. Donc on est dans un système qui est assez élaboré, où Arthur Rafalovitch, par l'intermédiaire de la compagnie des agents de change, en faisant cofinancer ces chèques par les banques émettrices des emprunts russes, finance les bonnes nouvelles, ou en tout cas l'atténuation des mauvaises. Les raisons du succès, elles tiennent aussi dans la qualité du paiement. Ce sont des emprunts qui sont libellés à 4% par an. C'est beaucoup mieux que ce que font n'importe lequel des États à ce moment-là. Et donc, ça aide évidemment à diriger vers les emprunts russes l'épargne des Français. Mais l'accumulation des dettes, l'accumulation des défaites au moment de la guerre russo-japonaise entraîne les premières voix un peu discordantes dans le discours alors unanime en France. Et c'est l'Humanité déjà, en 1906, qui publie un article de Maxime Gorky. Et il y a eu un papier du Courrier de Russie sur cet article. Et c'est un article qui fait grand bruit parce qu'à ce moment-là, la Russie veut lever 2 milliards de francs. C'est un des plus gros emprunts jamais levés par la Russie. Et l'Humanité, Jaurès en particulier, veut faire obstacle à la levée de cet emprunt et à la réussite de cet emprunt
auprès du public français. Et cet article de Maxime Gorky est assez remarquable, il s'appelle « Ne donnez pas un sou aux Romanov pour tuer ». Et Gorky dénonce le discours qui sera repris par la suite par Lénine. Il dénonce le fait que ces emprunts, l'argent des épargnants français, servent en réalité non pas au développement de la Russie, non pas seulement à la construction du transsibérien, comme c'est pourtant une réalité, hein, une très grande partie du transsibérien a été construit grâce à l'argent des emprunts russes, mais servent surtout à servir et à continuer la répression à l'encontre du peuple russe. Et donc Maxime Gorky essaye de soulever l'opinion française, relayant cela par Jaurès, et ils auront un écho nul, puisque l'emprunt sera sursouscrit en moins de temps qu'il n'en fallait. Enfin, il était prévu sur une durée, et l'emprunt a été sursouscrit très rapidement, bien avant la fin de sa propre durée. Donc, première voie discordante, mais manifestement, à la fois l'attrait de la rémunération des 4%, mais également le travail fourni par Arthur Raffalovich porte ses fruits. L'Humanité révèle que ce sont quasiment tous les journaux, je vous le disais, Le Figaro, Le Matin, Le Temps, Le Gaulois, La Liberté, tout ça sont les journaux de droite. Vous avez les journaux de gauche, Le Populaire, Le Peuple, qui sont des journaux d'ouvriers. Ces journaux-là ont touché des chèques. L'Humanité produit les facsimilés des chèques touchés par ces journaux. Des agences de presse comme l'agence Havas touchent des chèques d'Arthur Raffalovich. Arthur Raffalovich tient un petit cahier très précis des sommes d'argent liquide qu'il remet également aux journalistes, aux secrétaires de rédaction, aux correcteurs. Il fait ça vraiment d'une façon très bureaucratique, très précise. Et sa correspondance démontre que non seulement il verse des fonds, mais qu'il donne aussi des informations. Il demande au ministre de lui envoyer des rapports, des chiffres sur l'économie russe, disant améliorer le budget, mettez certains éléments du budget à part, reproduisez un nouveau budget, sortez un budget qui nous permette d'avoir une dette qui soit moins importante pour présenter aux emprunteurs français, atténuer les mauvaises nouvelles. Demande également au ministre de fournir des nouveaux chiffres de nombre de salariés chômants parce qu'il considère que ces chiffres ou les chiffres qu'on lui fournit ne sont pas à son goût. Il les donne et il écrit à ses ministres comment il transmet ces données aux journalistes, ces données chiffrées, publication des fausses nouvelles optimistes sur le crédit de la Russie, ou même parfois, lorsqu'il s'énerve de l'incapacité des journalistes à produire un article à peu près correct, écrit au ministre en se félicitant et en disant « Vous verrez, Excellence, que dans cet article publié sous un nom d'emprunt, j'ai favorablement démontré l'intérêt de la dette russe et tout le crédit que l'on peut porter au tsar. » Bref, Arthur Raffalovich se démultiplie pour donner du crédit à la dette russe et permettre aux Français de placer leurs économies. En réalité, ce qu'ont démontré les quelques rares travaux de l'affaire Raffalovich, postérieurs à la révélation de l'affaire Raffalovich, c'est qu'il y avait bien sûr des versements en espèces, ou en tout cas c'est ce qui ressort des cahiers publiés par l'Humanité. Il y avait des chèques transmis aux journaux, mais systématiquement contre des prestations, contre des annonces financières, contre de la publicité, pour des événements particuliers, l'organisation d'une fête sous le patronage du journal, des suppléments consacrés à la Russie. Bref, on voit que si pendant un certain temps, ou en tout cas ces paiements en espèces faits aux journalistes étaient de la corruption un peu grossière, s'ils sont avérés, il y avait par ailleurs des paiements ou des versements qui sont beaucoup plus discutables ou dont on peut en tout cas discuter l'illicéité, l'illégalité ou le fait qu'ils constituent réellement de la corruption ou de l'achat de cette abominable presse française, comme le dit Raffalovich. Et
l'humanité présente cette affaire non pas comme un scandale de la manipulation des épargnants par la presse française, non pas comme un scandale de la manipulation de ces bourgeois qui ont placé leurs économies. Ça n'intéresse pas l'humanité. L'humanité feuilletonne l'affaire Rafalovic comme étant l'abominable exploitation de la Russie par la presse française. L'abominable vénalité de la presse française est présentée par l'humanité, non pas comme étant ce que, si c'est avéré, ce que ce serait réellement, c'est-à-dire une manipulation de l'opinion dont les victimes sont les épargnants qui n'ont pas été remboursés, mais comme la manipulation de la Russie et de ce peuple souffrant sous l'oppression du tsar et du terrible chantage fait par les journalistes français contre le régime du tsar. À ce moment-là, il faut dire que le tsar n'existe plus, on est au début des années 20, se plaindre les pauvres épargnants de droite n'intéresse pas beaucoup l'humanité. En revanche, abattre la presse de droite et la presse radicale socialiste, c'est effectivement une cible de choix. Et donc, on voit que l'humanité, lorsqu'ils font part de l'affaire Rafalovic, en réalité, ne tire pas, à mon avis, de la correspondance de Rafalovic avec les ministres du tsar toute sa portée, mais limite cette portée à la façon dont les journaux se servent du tsar et de ses largesses. C'est d'ailleurs l'attitude qu'adopte Rafalovic lui-même lorsqu'il demande de façon de plus en plus pressante à ce qu'on lui envoie un budget de plus en plus important, puisque lui, il se plaint de ce que ces journalistes se rendent tous les jours coupables de l'exploitation des malheurs d'un pays. Mais on voit bien que les journalistes sont heureux d'exploiter cette manne d'argent, vraisemblablement doivent accroître leurs demandes au moment des défaites de la guerre russo-japonaise, vraisemblablement tirent parti du levier dont ils disposent sur ce diplomate qui verse de façon très généreuse les fonds du tsar pour des publicités, particulièrement à un moment où la Russie a besoin de cet argent, mais tout de même, les seuls qui perdent de l'argent dans cette affaire, ce sont les épargnants français. À ce moment-là, en 1917, au moment où la révolution d'octobre met fin à l'alliance franco-russe, on dénombre 18 émissions d'emprunt russe d'État. Donc entre 1890 et 1913, 18 émissions. À cela, il faut ajouter 32 émissions d'emprunts garantis par l'État russe et qui sont des emprunts de municipalités ou de régions, auxquels il faut rajouter 6 emprunts par directement les sociétés de chemin de fer elles-mêmes, qui sont garantis par soit des municipalités, soit des régions, soit l'État lui-même. Donc on est à ce chiffre absolument pharaonique dont je vous parlais tout à l'heure de 15 milliards de francs or. En 1917, fin de l'alliance franco-russe, les soviets arrivent au pouvoir et ils doivent signer la paix avec l'Allemagne. C'est une des promesses qu'ils ont faites, et ils doivent signer cette paix. Et le 21 janvier 1918, comme je vous le disais tout à l'heure, décret du 21 janvier 1918 signé par Lénine, je vous le cite, tous les emprunts étrangers sont annulés inconditionnellement et sans aucune exception. C'est terminé. Mais le traité franco-russe est toujours en vigueur et normalement le droit international garantit les emprunts des épargnants français. À ce moment-là, à la Bourse de Paris, les emprunts russes ne chutent pas dramatiquement. Bien sûr, il y a une vraie décote de l'ordre de 15%, mais 15% alors qu'on vous dit qu'on ne vous récupérerait jamais rien, je trouve que c'est assez faible. Le traité franco-russe, l'alliance franco-russe est toujours en vigueur, et donc pendant 2 mois, c'est le gouvernement français qui va payer à la place du gouvernement russe les montants de remboursement des intérêts qui sont dus sur les emprunts russes. Donc
Le 21 janvier paraît ce décret. À la fin du mois de janvier, l'État français considère qu'il reste quant à lui tenu par l'accord franco-russe et paye aux emprunteurs, aux créanciers français, donc aux prêteurs, aux épargnants français, les intérêts qui sont dus sur les emprunts russes. Fin du mois de janvier. Fin du mois de février, pas de nouvelles, le gouvernement français paye les intérêts sur les emprunts russes. Et puis, le 3 mars 1918, la Russie signe le traité de Brest-Litovsk et sort de la guerre. Alors là, le gouvernement français se sent délié de l'alliance franco-russe et cesse de payer les intérêts correspondant aux emprunts. Cesse de payer les intérêts correspondant aux emprunts, et là, pour le coup, les emprunts russes en prennent un coup et chutent assez dramatiquement à la Bourse de Paris. Chute assez dramatiquement, mais reste cotés, et ils ont été radiés de la Bourse de Paris en 2007. Euronext a radié les derniers emprunts russes de la Côte de Paris, donc ils sont restés cotés à la Bourse de Paris. Vous pouviez encore, jusqu'à il y a 9 ans, échanger des emprunts russes, traiter des emprunts russes, alors à 2-3 centimes de l'euro, et encore, c'est après commission, et ça ne valait pas beaucoup plus que cela. Néanmoins, le traité de Brest-Litovsk est très important parce que ce traité va donner lieu à une saignée de la Russie par l'Allemagne. L'Allemagne sait qu'elle a un énorme levier sur la Russie, puisque la Russie doit sortir de la guerre, et l'Allemagne à ce moment-là conditionne la signature du traité de paix à la remise de 96 tonnes d'or par la Russie. C'est quasiment la moitié de l'or détenu par la Russie d'alors. Une très grosse partie restera aux mains, j'oublie, on en parlait du maréchal Kolchak, général, l'amiral Kolchak, qui est à ce moment-là chef des armées blanches, qui transférera cet or en France et le dilapidera avec ses camarades, essentiellement sur la Côte d'Azur. Voilà. Mais l'amiral Kolchak, lui, ne sera jamais inquiété pour cet or, qui était pourtant l'or de la Russie. Et donc, lors du traité de Brest-Litovsk, ces 56 tonnes d'or qui sont remises à l'Allemagne par la Russie, donc on est en mars 1918, elles sont placées en sécurité par l'Allemagne, et c'est vrai que ce traité est une très mauvaise nouvelle parce qu'il va reporter ce qu'on pensait inéluctable, c'est-à-dire la victoire des forces alliées sur l'Allemagne. Il va le reporter de plusieurs mois. Mais lors du traité de Versailles, l'Allemagne sera condamnée à verser de l'or aux vainqueurs de la guerre. Et lorsqu'elle versera cet or, eh bien, la France percevra une partie non négligeable des 56 tonnes d'or versées par la Russie au moment du traité de Brest-Litovsk. Et la Russie pourra les tracer parce qu'à ce moment-là, les lingots sont encore frappés du sceau du tsar. Et la Russie se servira de cet argument pour dire qu'en réalité, la France a déjà perçu le remboursement des emprunts russes, puisque l'or de Brest-Litovsk, qui lui est revenu par le traité de Versailles, vient en remboursement et appure toutes les dettes de la Russie à l'égard de la France. Ça a été jusqu'en 1997 la position officielle, et elle l'est vraisemblablement toujours, si ce n'est que le sujet a été soldé par un traité international. La riposte française, la riposte de la presse, lorsque surgit l'affaire Rafalovic, c'est évidemment de rappeler que le vrai sujet, ça n'est pas Rafalovic. Le vrai sujet, c'est la dénonciation de ces dettes par les soviets. C'est la spoliation des épargnants français par le régime communiste. Donc la presse de droite va se déchaîner. Les années 1924-1925, tous ces mois de révélation de l'affaire Rafalovic, la presse de droite, pour allumer des contre-feux, va en riposte, évidemment, dénoncer l'épouvantable, non pas vénalité de la presse française, mais l'épouvantable cynisme du régime soviétique d'avoir dénoncé ainsi, en violation du droit international, les emprunts en spoliant les épargnants français. D'ailleurs, on va s'attaquer à l'humanité. On s'attaque à l'humanité en disant que l'humanité lui-même est sujette à caution, puisque l'humanité a été financée au départ par la banque Rothschild, qui touchait de l'argent grâce à l'émission des emprunts russes. Et c'est vrai que l'humanité ne parle jamais et ne publie aucune lettre antérieure à 1904
dernière émission de la banque Rothschild fin 1903, première émission de la banque du Crédit Lyonnais, disparition de la banque Rothschild du dispositif en 1904. Et c'est vrai que les premiers courriers publiés par l'Humanité sont ceux à partir de 1904. On crie au complot, on dénonce la banque Rothschild, on dénonce évidemment l'alliance entre la banque Rothschild et Arthur Rafalovitch, lui-même juif. Donc tout ça dans les années 20 au relent d'antisémitisme assez fort en France. L'Humanité est évidemment financée par les soviets, pas de preuve est annoncée, et c'est suffisamment grave pour que l'Humanité signe un éditorial dans lequel le journal indique que le journal n'a jamais recours à la justice bourgeoise, puisqu'il ne reconnaît que la justice du peuple et la révolution. Néanmoins, être accusé d'être financé par les soviets, c'est suffisamment grave pour attaquer en diffamation, et donc l'Humanité attaque en diffamation les journalistes qui publient cette information. Le procès n'aura jamais lieu, puisque l'avocat de l'Humanité, manifestement, était meilleur en révolution qu'en procédure, et avait commis une nullité de procédure qui a fait tomber la citation en diffamation. Vous savez qu'il y a des règles extrêmement strictes de procédure en droit français en matière de diffamation, qui fait que la citation à comparaître de l'Humanité a été annulée. La diffamation portait sur l'accusation selon laquelle l'Humanité serait un journal financé par les soviets, ce que l'Humanité niait farouchement. Et surtout, on va dénigrer Rafalovitch lui-même. Alors Rafalovitch se serait fait mousser auprès de ses supérieurs. Évidemment, Rafalovitch n'a jamais remis d'argent liquide. Tout ça, ça a été détourné. Rafalovitch est un escroc, Rafalovitch menait grand train, Rafalovitch faisait des fêtes somptueuses dans son château de l'Ermitage, tout le monde le sait bien, et donc on dénigre Rafalovitch, on le traîne dans la boue, et après tout il est mort, et donc ça ne coûte pas cher, et donc on le traîne dans la boue. Il en reste pas moins que des copies d'échecs existent, les journaux ont effectivement touché de grosses sommes d'argent pour des campagnes, soit des événements, soit des publicités. Et donc on ne peut pas totalement lier que Rafalovitch a effectivement versé de l'argent à ces journaux. Mais le Matin et son directeur, M. Buno-Varia, qui est également sénateur, et qui est à ce moment-là le journal de droite à plus fort tirage, attaque l'Humanité en diffamation, en considérant qu'il est diffamé parce que le journal n'est pas vénal. Et c'est exclusivement sur cette appellation d'abominable vénalité de la presse française que le Matin va citer en diffamation l'Humanité et le journaliste sous la signature duquel paraissent ces articles, Boris Souvarine. Alors, lorsque l'audience arrive, Boris Souvarine a été exclu du Parti communiste parce que manifestement, après la mort de Lénine, ses accointances trotskistes causaient une certaine difficulté au fait qu'il représente la France au sein de l'Internationale communiste. Et donc, ce sont deux ennemis jurés qui comparaissent ensemble sur les bancs des accusés au procès en diffamation, le rédacteur en chef de l'Humanité et Boris Souvarine. Le procès s'étale sur plusieurs journées d'audience. On fait venir témoigner un certain nombre de dignitaires de la banque bourgeoise, comme dira l'Humanité. Et c'est vrai que l'Humanité n'a pour preuve à apporter que la correspondance choisie par elle et des facsimilés de lettres qu'elle produit au cours du procès. Et le jugement est rendu le 24 mai 1924 et l'Humanité et Souvarine sont condamnés chacun à 10 000 francs de dommages et intérêts et 200 francs d'amende. Et le jugement est assez remarquable puisque le tribunal correctionnel considère que s'il est évident que le Matin a bien perçu des sommes d'argent, il ne faut pas en conclure nécessairement que la presse a été vénale. Que pour faire cette démonstration, il fallait prouver que les directeurs du Matin avaient vendu leur conscience, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu cet argent dans le but de déterminer les souscripteurs à verser leur argent dans les caisses russes. Par conséquent, condamne l'Humanité et Boris Souvarine. Donc, alors que c'est précisément ce que l'Humanité prétendait,
manifestement, les juges bourgeois, dira le journal, condamnent le journal et son journaliste en diffamation. L'affaire, comme je vous le disais, elle a eu un retentissement considérable sur quelques mois, mais elle n'est pas restée autant que le scandale de Panama, par exemple, qui a eu des répercussions beaucoup plus fortes en France. Pourquoi ? Parce que Panama, c'était une situation tout à fait similaire, où des journalistes avaient vanté les mérites d'une société commerciale, la Société du Canal, en disant qu'elle était parfaitement à même de creuser ce canal dans les temps et qu'elle allait bientôt produire des revenus absolument exceptionnels pour ses actionnaires, et que, alors qu'en réalité, on le sait, la société a fait une faillite retentissante et que les actionnaires ont tout perdu. Mais dans Panama, les actionnaires ont tout perdu à cause de la presse. On pouvait lier la presse à la déconfiture des investissements effectués par les épargnants. Dans l'affaire des emprunts russes, Rafalovitch n'y est pour rien. On ne saura jamais si la Russie du Tsar aurait été en mesure de faire face aux emprunts énormes, aux emprunts si nombreux qu'elle avait souscrits au fil du temps. On ne saura jamais si, à l'issue d'une Première Guerre mondiale, en admettant que les Soviétiques n'aient pas répudié la dette, si l'industrialisation du pays n'aurait pas permis de faire face à cette dette si importante. Et donc, contrairement à Panama, qui a été un scandale qui a fait tomber des sénateurs, des députés, qui a fait tomber des banques, eh bien l'affaire Rafalovitch n'a fait tomber personne. L'affaire Rafalovitch a juste été un épiphénomène dans la presse, a beaucoup fait couler d'encre, mais n'a fait tomber personne. Rafalovitch aussi était mort, et donc on n'avait aucun témoin, et tout ce qu'on avait, c'était sa correspondance avec ses ministres, qui eux-mêmes n'étaient pas disponibles pour témoigner. Sa révélation en 1924 par l'Humanité, par ailleurs, était manifestement pas dénuée d'arrière-pensée politique. D'abord, 1924, c'est juste avant 1925, et au-delà de cela, 1925 sont les premières élections auxquelles le Parti communiste français se présente seul, sans ses alliés socialistes. Et donc, c'est un moment où il faut que les communistes se différencient. Et les communistes peuvent se différencier, notamment en dénonçant la participation des radicaux socialistes aux mêmes turpitudes que la droite bourgeoise, en les mettant dans le même sac, se différencier de la sorte. D'ailleurs, l'Humanité l'indique dans son premier éditorial. Il le dit dès le premier jour, dès le 5 décembre 1923, Souvarine conclut son article en disant que ce qui s'ouvre, c'est une campagne, une salutaire campagne, une vraiment salutaire campagne du Parti communiste contre la presse capitaliste. C'est dit, on est dans une opération de déstabilisation et on est dans une opération où l'Humanité ne joue pas un rôle de journalisme d'investigation, mais bien un rôle de journalisme politique. Alors, est-ce qu'une telle affaire comme ça peut arriver aujourd'hui ? J'ai envie de dire évidemment. On le voit bien, d'abord, dans l'achat d'espaces publicitaires, qui est une des conditions sine qua non de survie de la presse quotidienne. On le voit également dans l'acquisition de journaux de façon croissante, particulièrement en France, où tous les grands quotidiens appartiennent à des grands groupes industriels. Est-ce que l'on peut écrire un article disant du mal de LVMH lorsque l'on travaille aux Échos qui appartient à LVMH ? Une question dont on discutait en fin de matinée avec les journalistes de la rédaction du Courrier de Russie. C'est extrêmement intéressant. Est-ce que ça ne crée pas un phénomène d'autocensure ? L'autocensure étant à mon sens beaucoup plus grave que la censure elle-même, puisque l'autocensure, parce qu'elle n'est pas dite, n'est pas nécessairement sue. Et parce qu'elle n'est pas sue, est donc beaucoup plus pernicieuse que la censure elle-même. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que s'agissant de la manipulation et de la diffusion de fausses informations,
aujourd'hui, ce sont des délits, à la fois un délit réprimé par le Code monétaire et financier de 5 ans d'emprisonnement, et également la diffusion de fausses informations constitue ce qu'on appelle un abus de marché. Il y a 3 grands abus de marché dans la réglementation boursière et financière. Ce sont 1, le délit d'initié, c'est-à-dire tirer parti d'une information dont on dispose avant tout le monde. 2, la manipulation de cours, c'est-à-dire manipuler par des artifices la valeur d'un titre sur un marché coté. Ou troisièmement, la diffusion de fausses informations. Et la diffusion de fausses informations, c'est réprimé par le règlement général de l'AMF. Je veux juste vous en lire, c'est assez intéressant parce que quand on réfléchit à l'affaire Rafalovic, la diffusion de fausses informations telle qu'elle est définie par le règlement général du gendarme de la Bourse à Paris. C'est la communication, la diffusion d'informations qui donnent ou qui peuvent donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers, en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que l'on sait ou que l'on aurait dû savoir que ces informations sont inexactes. Le non-respect de cette interdiction par des journalistes, agissant dans le cadre de leur profession, doit être apprécié en tenant compte de la réglementation applicable à cette profession. Ce non-respect est susceptible de constituer par lui-même un manquement dès lors que les intéressés retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion de telles informations. M. Rafalovic a permis, comme tous les grands fraudeurs, de faire avancer le droit et de faire avancer la législation, qui est toujours à la traîne de l'intelligence des vrais grands fraudeurs. L'article L621-15 du Code monétaire et financier donne à l'autorité des marchés financiers le pouvoir de sanctionner ces agissements d'une amende de 100 millions d'euros maximum. Donc c'est vraiment, dans les manipulations boursières, une des pires. Elles sont 3, je vous le disais. Et donc aujourd'hui, cette affaire Arthur Rafalovic, si elle venait à être découverte, pourrait être sanctionnée de la sorte, pourrait être sanctionné évidemment Arthur Rafalovic lui-même, mais également les journalistes et évidemment les journaux, personnes morales, dont on sait qu'aujourd'hui ils sont souvent dans une grande difficulté financière. Mais tout ceci, c'est arrivé alors que 2 ans auparavant, le bon Arthur était mort dans les honneurs, doyen de la presse française, puisqu'il était le plus vieux porteur de la carte de presse. Son décès a été annoncé dans tous les journaux en tant que doyen. Il est mort avec tous les honneurs, grand officier de la Légion d'honneur, avec un très bel enterrement, sans connaître quoi que ce soit du tumulte qui allait suivre. Au moment du procès de l'Humanité et de Souvarine, son fils est venu témoigner, a essayé de dire à quel point son père était un homme honorable. Dans un retournement vraisemblablement assez ironique de l'histoire, l'Humanité soutenait l'honorabilité d'Arthur Rafalovic, dont dépendait la véracité de ses dénonciations. Les journaux de droite cherchaient à tout prix à ternir sa réputation. Après ce procès, son fils a vendu le château de l'Ermitage à la mairie de Gif-sur-Yvette, à la ville de Gif-sur-Yvette, qui a installé sa mairie. S'est retiré sur la Côte d'Azur, où il a vécu une vie paisible de Russe blanc, assez loin de ce tumulte, et laissant le temps aux Rafalovic de prospérer, car ils sont encore un certain nombre, aujourd'hui, français, vivant à Nice. J'en ai trouvé quelques-uns dans l'annuaire, mais leur nom est tombé vraisemblablement pour le plus grand plaisir d'Arthur dans l'oubli jusqu'à ce soir. Donc, je vous remercie d'être venu le faire revivre.